Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour ce troisième live, donc organisé par les pionniers et Bloom Forest. L'idée aujourd'hui, c'est de poursuivre un peu nos échanges avec les personnes qui mènent des projets de reforestation et de plantation de forêts Miyawaki. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Yann Rock qui mène le projet Silva, qui est notre invité pour justement discuter un peu de son projet, qui est très atypique. Et qui va nous expliquer un petit peu comment est-ce que lui procède dans des configurations qui sont assez différentes de celles qu'on a évoquées jusqu'à présent sur ces lives, où on parlait surtout de plantation en milieu urbain, sur des surfaces assez réduites. Donc là, on va avoir quelqu'un qui va justement pouvoir nous expliquer comment est-ce qu'on fait des plantations hors milieu urbain et sur de très grandes surfaces. Bonjour Yann, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet Silva, ce que tu as fait, en imaginant qu'il y a des personnes qui nous regardent qui n'ont peut-être aucune idée de ce que c'est. Le projet Silva, l'idée en fait, voilà, c'est de repartir sur des forêts diverses, avec vraiment une grande variété d'essences d'arbres, et recréer de l'ensauvagement, quoi. Voilà, à la fois pour les espèces elles-mêmes et puis pour la biodiversité. Et puis aussi, c'est une façon d'essayer de recréer quelque chose qui a disparu et d'essayer de voir à long terme comment ça peut évoluer, puisque on n'a pas d'équivalent. Et donc, l'idée, c'est de partir sur quelque chose qui est presque une utopie au départ, mais qui finalement l'est pas autant que ça. Et voilà, essayer de recréer quelque chose de différent et qui serait, à mon avis, peut-être bénéfique pour l'avenir. Et donc du coup, pour mener à bien ce projet, comment est-ce que tu as procédé? Puisqu'en fait, je dis ce projet, mais actuellement, il y a eu deux itérations, c'est ça? Tu as fait une première plantation, si je ne me trompe pas, en 2018, à l'automne 2018, et une seconde un an plus tard, cet automne, enfin l'automne de l'année passée. Oui. Ouais, on a planté donc deux forêts. Moi, l'idée déjà, c'était de créer des Ouais. forêts au sens littéral du terme. Donc, l'idée, c'était qu'on ait plus de 5000 mètres carrés couverts, puisque au niveau de la définition exacte d'une forêt, on ne peut pas appeler une forêt une plantation de quelques centaines de mètres carrés. Donc, l'idée déjà, c'était de dire, bon, ben, si une forêt, c'est plus de 5000 mètres carrés légalement, faisons plus de Ça, c'est un petit 5000 mètres tacle pour carrés. nous qui plantons des C'est vrai? forêts microscopiques. Non, pas du tout. Non, je sais, Non. je plaisante. Non, pas du tout, évidemment, non, non. Bien au contraire. Mais l'idée, voilà, moi je suis un novice dans la reforestation, je ne suis pas un spécialiste de la reforestation. Donc j'ai pris les définitions, j'ai essayé de comprendre ce qu'était en soi une forêt, qu'est-ce qu'elle avait de particulier par rapport à une plantation d'arbres, par exemple, une plantation industrielle. Essayer de comprendre un peu les propriétés pour essayer de refaire à l'identique une forêt diverse et variée. Et donc, on a commencé le projet au Ouais. printemps 2018. Voilà, c'est là que ça a un peu germé dans ma tête. On est parti, je ne sais pas si je parle de la genèse tout à fait ou pas, je ne sais pas dans quel sens je dois aller. Moi, je pense que c'est assez intéressant. Moi, si je Non, il n'y a dois aucun aller. problème. En fait, l'idée, c'est justement ce qui je trouve vraiment intéressant aussi sur ton projet, au-delà de son ampleur, c'est qu'il est assez différent de la façon dont Damien, avec Boom Forest, et moi, avec les pionniers, on a mené les nôtres. Et ça peut justement inspirer des personnes qui voudraient se lancer, mais plutôt dans d'autres configurations que celles qu'on explique jusqu'à présent. Donc moi je pense que ça peut être vraiment intéressant que tu nous expliques justement comment tu en es venu à t'intéresser à planter des arbres, la méthode, comment tu as fait pour trouver le terrain, comme ça, vraiment présenter un peu ce que tu as fait. Ouais. Alors, c'est assez simple sur le principe. En 2018,
on a présenté un film au Festival de Cannes avec mon ami Alexandre Leger. Voilà, un film de fiction, hein, du cinéma pur et dur. Et quand on a fait le Festival de Cannes, on a du coup vu les coulisses, etc. Et c'est vraiment un monde qui n'était pas le mien et je me sentais pas D'accord. à ma place. Et donc, dès le retour du Festival de Cannes, on a cogité sur qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit bénéfique pour l'humanité au sens large du terme. Et au bout de quelques jours, j'ai dit à mon collègue Alexandre, j'ai dit, écoute, moi, tu sais, j'ai toujours eu cette idée de faire une forêt, donc pourquoi ne pas faire ça? Et on est parti un peu dans cet esprit-là. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à est-ce qu'on peut créer une forêt comme ça voilà, sans être du métier. C'est quelque chose qui n'existait pas forcément. Et vraiment, sur une des premières pages Google sur lesquelles je suis tombé, etc., c'était Boom Forest. Oui, ouais. Ah ouais, c'était Boom Forest, vraiment une des premières. Et du coup, c'est là vraiment la première fois où j'ai entendu parler de Miyawaki. Et donc, ben, tout de suite, vraiment, tout de suite, ça m'a parlé, on va dire. Voilà. Je trouvais que c'était quelque chose qui était logique finalement, qui tombait c'était du bon sens en fait. Voilà. Et donc à partir de là, ben, je me suis intéressé un petit peu à Miyawaki. J'ai essayé de comprendre un peu et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et tout de suite, j'ai dit c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et donc, ben, très vite, j'ai dit ben, il faut Ouais, trouver et un ouais, terrain. première étape. Voilà, ça a été la première, évidemment, c'est un peu le premier truc, parce que je me suis dit, s'il faut préparer le terrain, etc., ça va prendre du temps. Ouais. Donc tout de suite, j'ai dit, il faut trouver un terrain. J'ai fait un appel sur un groupe Facebook qu'on a dans le Tarn, qui est important, qui s'appelle Tarn Info, sur lequel il y a énormément de membres. Et du coup, j'ai fait un appel en disant, est-ce que quelqu'un a un terrain non constructible, non agricole, pour un projet écologique? Voilà. C'est parti juste sur cette annonce-là. J'ai eu plusieurs Ouais. réponses. Et au niveau de la géographie, justement, t'avais déjà t'avais envie que ça se passe près de chez toi, j'imagine, pour des questions pratiques. Mais est-ce que tu avais un petit peu réfléchi au type d'endroit que tu cherchais ou comment est-ce que tu as fait cette Oui, recherche-là? oui, nous, dès le départ, je voulais pas planter avec une collectivité. Mhm. Voilà. Je voulais être éloigné le plus possible des hommes et des femmes politiques. Ça, Mhm. c'est pour... Je trouvais qu'en fait, faire un projet citoyen, il fallait vraiment que ça n'implique que des citoyens, et y compris pour le terrain. Donc, j'ai dit, il y a bien des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous et qui sont intéressés par ce genre de projets écologiques, qui ont une sensibilité sur la nature, etc. Donc, je me suis dit, tout de suite, il y a eu cette chose-là, c'est-à-dire pas de politique. Et puisque quand on travaille pour l'écologie, c'est pas une question de politique, on travaille pour l'humanité avec un grand H. Donc, l'idée, c'était ça. Et donc, on a fait un appel à citoyens. Voilà. Mhm. Et donc, tout de suite, on est parti sur quelque chose qui serait plus rural que urbain. Ouais. Pour nous, un principe là aussi qui, moi, me paraissait fondamental, c'est au vu de la pression foncière qu'il y a dans nos régions, mais évidemment à Paris, et partout, il y a une pression foncière importante. Et à partir de là, je me suis dit, il faut qu'on tombe sur de la ruralité, donc qu'on trouve. On a aussi une déprise agricole en France qui est assez importante, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais il y a tout un tas de lieux qui sont abandonnés par les agriculteurs parce que considérés comme non rentables. Et tout de suite, on est parti là-dessus. Et donc, on a eu plusieurs réponses sur cette page Facebook, là, des gens qui nous ont contactés en disant, ben, moi j'ai ça, moi j'ai un petit terrain, moi j'ai un grand terrain, etc. J'ai visité plusieurs terrains et il y en a un tout de suite qui m'a parlé. Vraiment, tout de suite, je me suis dit, mais c'est là qu'on va Qu'est-ce le qui faire. t'a Voilà. fait te décider justement pour Euh, ce terrain en particulier?
le terrain était d'une bonne surface, c'est-à-dire c'est un terrain qui faisait 1 hectare. Donc, ce qui nous était intéressant parce que vraiment, je cherchais quelque chose d'environ 1 hectare ou un peu moins, mais toujours de plus de 5000 mètres carrés et pas trop grand non plus parce que l'idée, c'est qu'on savait qu'on n'allait pas forester des hectares et des hectares avec les moyens qu'on avait. Donc, l'idée, c'était ça. Donc, la taille était bonne. La terre était super bonne parce que quand je suis allé sur le terrain la première fois, il y avait de la luzerne. Ça faisait 2 ans juste que cette luzerne était là. Et une luzerne qui était magnifique, qui n'était pas fauchée, qui était là juste pour amender le sol. Et donc tout de suite, j'ai vu, il y avait un puits pas loin. Donc s'il y a un puits, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Vraiment, quand j'ai visité le terrain, avant même de faire mes recherches, j'ai vu le terrain, je me suis dit, ouais, là, ça sent bon. Mmh. Et le soir même, dès que je suis rentré, j'ai fait des recherches au niveau historique, parce que c'est ma formation, donc c'est un peu ma déformation professionnelle. J'ai donc cherché qu'est-ce que ce terrain était avant d'être une luzerne comme il était à cette époque. Et j'ai vu que ce terrain était une forêt jusqu'aux années 1920. Et ça, tu as cherché comment, sans te demander toutes tes ficelles d'historien, mais... Ah non, mais les ficelles, elles sont. Ben, la première des choses, déjà, on a beaucoup d'outils aujourd'hui sur Internet. Mmh. Donc, on a l'IGN. L'IGN, c'est le premier travail. L'IGN, vous pouvez voir les parcelles, tout simplement, les parcelles cadastrales. Vous pouvez voir, même maintenant, il y a des anciennes photos aériennes, etc., sur lesquelles on peut travailler. Donc, l'IGN, c'est vraiment un très bon outil. Et puis après, moi, j'ai fait un travail qui est classique, c'est-à-dire avec les archives départementales. Les archives concentrent tous les cadastres napoléoniens. Mmh. Et le cadastre napoléonien, c'est la base de tout ce qui s'est fait par la suite. C'est-à-dire c'est la première fois dans l'histoire qu'on a, parcelle par parcelle, la spécificité de chacun, etc. Et donc, j'ai fait ce travail-là et j'ai vu donc que c'était une forêt jusqu'aux années 1900, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en gros, et qu'après, ça a été déforesté pour faire un pâturage pour les animaux. D'accord. Et ça n'avait jamais été un champ qui était travaillé pour de la culture de céréales ou autre. D'accord. Donc voilà, tout ça, je trouvais que c'était intéressant. Et donc très vite, on a dit au propriétaire, écoutez, voilà, nous, on est intéressé par votre terrain et donc on va essayer de le faire sur votre terrain. Et il se trouve que c'est la propriétaire est une fille qui a mon âge, qui a 30 ans. Et donc, on était un peu dans le même état d'esprit. Mmh. Et elle trouvait l'idée de faire une forêt sur son terrain dont elle ne se servait pas vraiment intéressante. Et donc, on est parti là-dessus très vite. Et du coup, avec cette personne-là, tu me disais que vous avez quand même signé une convention, c'est ça? Vous vous êtes mis d'accord sur ce qui allait être fait? Ouais. Mmh. Ben, la difficulté mais vous avez dans vos différents projets à chacun, vous avez vu un peu les difficultés sur lesquelles on est, c'est-à-dire au niveau de la loi, ouais. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, si jamais la personne veut détruire les arbres, enfin bon, c'est un peu des questions nouvelles sur lesquelles on travaille finalement. Complètement. Autant vous que moi. Et donc, tout de suite, j'ai dit, on va faire. Après, moi, je fonctionne comme j'appelle à l'ancienne, c'est-à-dire, on se serre la main, on se regarde dans les yeux, et c'est comme ça que c'est validé. Et après, on a dit, tiens, on va faire une convention. Mais la convention, en fait, elle est plus là pour détailler la chose, pour expliquer au propriétaire ce qu'on va faire sur son terrain. Ça lui permet. Bon, après, ce que je fais, moi, à chaque fois, c'est que je monte un petit dossier, en fait. À la fois avec les recherches que j'ai fait sur le terrain, donc les recherches historiques pour expliquer ce que c'était, etc. Et puis sur ce qu'on va y faire proprement dit, donc pourquoi on va planter ces arbres-là, quelles espèces, dans quel but, qu'est-ce qu'on va faire dans les années à venir, qu'est-ce qu'il faudra que eux y fassent ou pas. Voilà. Vraiment détailler un peu tout le projet, quoi.
Et ça, justement, au niveau pour la propriétaire, ça lui a pas fait un petit peu peur de se dire, parce que bon, effectivement, l'idée de planter une forêt, souvent les gens sont très enthousiastes. Et puis quand on se dit que quand on réalise en fait l'échelle de temps que ça implique, parfois, enfin, j'imagine que pour un propriétaire particulier, ça peut peut-être effrayer. Est-ce que tu as eu un retour à ce niveau-là, Yann? Au niveau de c'est pas une peur finalement parce que l'idée du moment qu'on va y planter des arbres, y a pas l'arbre est quelque chose qui rassure au sens général du terme. C'est vrai que pour n'importe qui, c'est assez étonnant d'ailleurs comme propriété, mais l'arbre rassure. Donc le fait de planter des arbres, le fait qu'il n'y ait pas en fait de construction, qu'on n'aille pas y mettre une cabane, ou qu'on n'aille pas modifier la structure du terrain, qu'il n'y ait pas une intervention finalement très anthropisée, qu'on ait vraiment que l'arbre qui soit au cœur du sujet, c'est pas quelque chose qui a inquiété. D'accord. Et en tout état de cause, moi j'explique toujours aux propriétaires, ce terrain-là, c'est le vôtre, c'est pas à nous. Nous, on n'est qu'un intervenant. On va juste intervenir pour planter, pour préparer le terrain. Mais après, vous ne nous verrez pas. La forêt ne sera pas une forêt de plaisance. Il n'y a pas des gens qui vont venir tous les week-ends pour se balader dans la forêt. Oui. Voilà. Et donc, j'ai expliqué tout ça. Et donc, non, il n'y a pas eu de réticence ou de peur particulière à ce niveau-là, du moment, à mon avis, hein, mais je pense que vous, avec les collectivités, c'est pareil, du moment qu'on explique bien la chose, je pense que derrière, il n'y a pas forcément de peur particulière. Non, exactement, c'est ça que je voulais noter pour les personnes qui nous regardent et qui auraient peut-être un projet de plantation, qui se demanderaient encore est-ce que je le fais dans une commune ou est-ce que je le fais avec un particulier. C'est vraiment intéressant ce que tu expliques, puisque finalement on voit comment les choses peuvent se faire très simplement. Avec un message sur Facebook, un appel, on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés et surtout que c'est possible de créer un partenariat sans forcément avoir une connaissance très fine, très profonde de la loi, sans s'engager de façon extrêmement forte avec les personnes, juste avec finalement une bonne explication de ce que va être le projet. Et comme tu dis, on a l'avantage de porter des projets qui parlent bien aux gens, qui ont ce côté rassurant pour eux, comme tu dis, que ça les emmène pas dans quelque chose où ils ont l'impression que c'est l'inconnu et donc ça fait pas forcément peur. En expliquant bien ces étapes-là, et éventuellement, comme tu le disais aussi, et comme nous on peut le faire avec les collectivités en mettant ça sur papier via une convention, on va pouvoir avoir effectivement un projet qui est structuré et en même temps qui est pérenne. Et c'est un peu là aussi que je voulais t'emmener avec ce récapitulatif. Tu nous avais parlé la dernière fois de l'obligation réelle environnementale. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et comment tu l'as mis en place sur ces projets-là ? Oui, alors au niveau donc légal, il y a finalement actuellement pas grand-chose qui protège ni l'un ni l'autre. C'est d'une complexité inouïe. On a aujourd'hui des choses qui se déroulent, c'est-à-dire bon, des collectivités qui vont détruire une parcelle boisée, qui vont détruire des arbres, une entreprise qui va détruire des dizaines d'hectares de bois. Comment ça se passe? Est-ce que la préfecture a autorisé? Mais une fois que c'est fait, est-ce qu'on peut aller contre ça? Enfin bon, il y a tout un tas de questionnements sur ces sujets-là. Et donc, nous, on s'est dit, si par exemple, on fait avec une collectivité, ok, on plante, qui nous dit que dans 10 ans, la collectivité, elle va pas dire, bon, mais on rase tout pour faire un parking ou une grande surface. Exactement. Et c'est pour ça que très vite, j'ai exclu de mon esprit et tous ceux qui sont autour de moi et qui m'aident dans ce projet étaient dans le même état d'esprit. La collectivité, on l'a enlevée parce qu'une collectivité, elle a des moyens financiers, des moyens humains assez importants qu'elle peut mettre en place et donc il sera plus facile à une collectivité d'aller détruire 1 hectare de forêt qu'un particulier de le faire. Donc vraiment, c'était la première des choses. Et puis donc après, ce n'est pas au début de notre projet, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert début 2019 par là, il y a à peu près un an et demi. J'ai découvert donc l'obligation réelle environnementale, qui est donc je sais pas trop comment appeler ça, comme un pacte finalement, entre 3 personnes. Entre l'État qui garantit,
entre le propriétaire qui donc est propriétaire de la parcelle et une tierce partie qui est soit une association, soit une ONG qui va certifier de la chose. Et donc l'idée c'est que ça marche par parcelle cadastrale. Donc il faut faire attention là parce que par exemple vous pouvez avoir une parcelle qui semble tout à fait d'un même ensemble, mais à l'intérieur il peut y avoir plusieurs parcelles cadastrales. D'accord. Ça c'est une petite subtilité, mais il faut faire attention. Donc toujours bien regarder avec le cadastre, les services du gouvernement, là, du cadastre. Ça veut dire qu'il faut éventuellement déposer plusieurs obligations réelles environnementales pour un même projet s'il recouvre plusieurs parcelles, c'est ça que je comprends. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si votre plantation est située sur 2 parcelles, si vous avez fait que sur telle parcelle, vous pouvez protéger qu'une partie et pas l'ensemble. Donc, c'est une petite subtilité, surtout si vous travaillez avec une collectivité, parce que, enfin, en privé, ça peut être pareil, mais une collectivité peut avoir, par exemple, une parcelle. La parcelle d'à côté peut être à la commune et non pas, mettons, à l'agglomération, et ainsi de suite. Enfin, on tombe vite dans des choses qui peuvent être assez complexes. Donc, l'obligation réelle environnementale actuellement se base sur parcelle cadastrale. Donc, si vous allez faire ce papier qui certifie que sur 99 ans, il ne peut y avoir aucune intervention sur cette parcelle-là, cadastrale. Et donc, on va protéger la biodiversité qui s'y trouve, que ce soit une forêt, mais c'est pas obligé que ce soit une forêt, ça peut être un pré, tout simplement, sur lesquels il va y avoir diverses espèces qui sont intéressantes à protéger, que l'on va en fait finalement pendant 99 années, du coup, on peut pas toucher. Voilà, c'est un peu comme un bail amphithéotique, c'est un peu le même principe. Et donc l'idée, c'est de protéger, voilà, à long terme, puisque 99 ans, ni vous ni moi ne serons là pour en juger. Mais il est important quand même de travailler sur des longs termes. Nous, on travaille à long terme. On plante un arbre, on ne le verra pas quand il sera adulte, un chêne, on ne le verra pas. Donc, il faut vraiment travailler sur ce long terme, même si je sais qu'actuellement, notamment au niveau politique, l'idée c'est de travailler sur du très court terme et qu'il y a peu de projets qui se font comme ça sur des années, voire des décennies. Mais c'est important de réfléchir comme ça quand on est sur des sujets qui sont comme ça, des sujets qui nous dépassent finalement. Ouais, c'est vraiment intéressant tes expériences parce que elles sont effectivement différentes dont on a pu travailler, Guillaume, avec les pionniers, je pense, et nous chez Boom Forest, où nous on a travaillé avec des collectivités, mais tu l'as dit très bien, en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'expliquer ce qu'on fait, de se poser ces questions. Après, tu t'as expliqué, il y a plein de façons de résoudre éventuellement les difficultés, de faire plus ou moins de papier, de faire plus ou moins confiance, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important d'expliquer aux gens quels sont les enjeux. Ça nous permet aussi à nous de les comprendre. C'est vrai que voilà, 99 ans, c'est pas une échelle de temps à laquelle on est habitué, mais c'est important de l'avoir à l'esprit, je pense, et aussi bien avec des privés que des publics. Exactement, puis... Oui. Et d'ailleurs, ce que je peux rajouter, juste pour finir sur ce sujet, on va dire, de la transparence de nos projets, c'est au tout début donc, de notre projet Sileva, en 2018, en août 2018, on a fait une conférence de presse publique, donc, avec les médias et avec le public, enfin ceux qui voulaient venir. La salle était pleine d'ailleurs, ce qui montrait que même en fin août, qui est une période assez creuse, il y avait quand même un intérêt sur ces sujets-là. Et donc, on a expliqué, pendant 2 demi-heures, j'ai expliqué avec un écran géant, et j'ai expliqué ce qu'était la méthode Miyawaki, ce qu'avait fait Boom Forest, parce qu'à l'époque, il n'y avait que Boom Forest, j'allais dire, comme référence pour expliquer un petit peu que déjà ça existait, que ça se faisait, qu'on ne sortait pas ça d'un chapeau. Et donc, l'idée, vraiment, c'était vraiment d'une transparence absolue. On a, aux yeux des médias, il y avait des journalistes, des journaux locaux et de la radio, des radios du Tarn, quoi, voilà. C'était l'idée justement de dire, regardez, voilà ce qu'on veut faire, tout est là, tout est sur papier. Maintenant, il reste juste à trouver le financement et le terrain, on l'a, j'avais présenté le terrain, etc.
Et voilà, l'idée c'était, maintenant il faut trouver un peu de financement, et tout le financement qu'il y aura, il ira à la plantation des arbres. Alors ça c'est Voilà. super intéressant parce que c'est vrai que pour reprendre un petit peu ce que tu disais, la dichotomie entre les projets avec des partenaires privés versus les projets avec les partenaires publics comme ceux qu'on a l'habitude de faire, je dirais un des avantages de passer par le public, c'est que l'accès au financement est peut-être des fois aussi plus simple parce qu'on peut passer par des dispositifs comme le financement de budget participatif. Ça, j'avais perdu le mot, comme c'est ce qui a servi notamment à financer le projet de Boom Forest, si je ne me trompe pas, Damien. Du coup, comment on fait? Parce que planter 5000 arbres, ça coûte super cher. Donc, comment est-ce que toi, tu as fait pour trouver des sous? Et j'imagine que c'était pas le propriétaire du terrain qui allait pouvoir financer ça. Alors, l'idée, oui, d'ailleurs, au propriétaire, j'ai bien expliqué, il n'avait pas à débourser 1 euro. L'idée, justement, c'est que ce soit citoyen. Donc, lui, en tant que citoyen, il fait don de son terrain pour l'expérience. Nous, on est là en tant que cerveau d'une part et bras d'une autre. Et puis, les gens qui sont autour de nous, qui n'ont pas forcément le temps de venir planter. Moi, je croise tous les jours des gens qui me disent « Mais c'est super ce que vous faites, j'ai donné 10 euros, j'ai donné 15 euros. » Et ça, c'est vachement important parce que les gens, même s'ils ne peuvent pas venir ou qu'ils n'ont pas forcément envie de venir, de nous aider ou peu importe, par le don financier, qui peut être important parfois ou tout à fait symbolique d'une autre, les gens peuvent aider. Et qui qu'on soit, on peut aider. Et donc ça, c'était vraiment notre idée de projet citoyen. Et donc, le financement, c'est, j'allais dire de façon presque assez simple, on a créé une cagnotte Litchi avec tous les détails. Donc, ce qu'était la méthode Miyawaki pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'était l'écologie, la situation de la forêt en France, etc. Puis notre projet à nous, c'est-à-dire l'idée de planter un maximum d'arbres avec une diversité importante d'essences d'arbres, et donc que l'argent qu'on allait retirer de cette cagnotte, il allait aller intégralement à la plantation des arbres et à l'achat des arbres, des gaines et des tuteurs qui sont nos seules dépenses sur le projet Sylva. Donc on a lancé une cagnotte, tout simplement, qui était donc là le jour où on a fait la conférence de presse. Et puis par la suite, évidemment, les médias, après les médias locaux, des médias nationaux ont relayé la cagnotte, et à partir de là, la cagnotte est bien montée. On a eu sur la première cagnotte 15 000 euros, ce qui est quand même pas rien, parce que sur une cagnotte Litchi, en général, ce sont des petites sommes, hormis les 2 ou 3 affaires qu'on a tous en tête, mais d'ailleurs qui ont été annulées. Hein, donc, mais sinon, ce sont des petites sommes, donc d'avoir 15 000 euros, sachant qu'on n'était personne, c'est-à-dire qu'on ne nous connaissait pas, et on n'avait encore rien fait. Ouais. Donc c'était vraiment gratifiant de voir qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, grâce à ça, on a pu planter 5000 arbres sur notre première forêt. Voilà. Et ça, justement, c'est intéressant le financement participatif parce que c'est pas évident du tout d'arriver à cette somme-là, effectivement. Moi, j'aurais 2 questions. Est-ce que vous aviez un objectif de collecte qui était affiché, ou simplement les gens donnaient autant qu'ils voulaient et puis vous annonciez que tout l'argent serait reversé d'une façon ou d'une autre à la plantation? Ça, c'est... Non, l'idée, en fait, on avait marqué on fait au prorata de la cagnotte. D'accord, ouais. Ok. Il y aurait eu 300 euros, on aurait planté 100 arbres. Voilà, c'était au prorata, donc on n'avait pas de pression, forcément de pression de trouver une somme particulière ou autre. Bon, dans l'idée, c'était quand même qu'on arrive à planter. Moi, je disais plus de 1000 arbres, ce serait bien, quoi. Pour commencer, je disais 1000 arbres, symboliquement, c'était intéressant. Bon, on a pu en planter 5000 sur la première forêt. On était très contents, très fatigants, parce que ça a beaucoup de temps la première fois. Mais, et sur la deuxième forêt, on a refait le même principe. Voilà, on recrée une cagnotte, on a un nouveau terrain, voilà, même schéma, et on a eu 15 000 euros. Ouais. Et la deuxième question, au moment où vous avez commencé à lancer cette cagnotte, donc déjà en conférence de presse, donc ça c'est
c'est pas un détail. Je pense que c'était très malin de votre part parce que les gens étaient en plein dedans. Tout à fait. Vous étiez à peu près combien à diffuser justement cette cagnotte? Parce que quand on le fait tout seul, il y a généralement pas autant d'impact. Donc je pense que vous étiez plusieurs derrière ou pas forcément. Alors, pas forcément. C'est-à-dire Ouais. au départ, honnêtement, on est 5. Ouais, On est 5 personnes. En gros, d'accord. il y a mon collègue Alexandre, donc avec qui on avait fait le film, etc., avec qui je suis assez proche et donc qui me suit un peu dans tous mes délires dans lesquels je pars dans ma vie, et Ouais, avec nos femmes respectives. Et puis, d'accord. on a 2 amis proches qui sont des gens sur qui on peut compter dans la vie, on va dire, Mhm. et qui ont dit, OK, on est partant. Donc, ça fait 6 personnes. Et Ouais. la cagnotte, on l'a partagée comme ça autour de nous. Voilà, moi j'ai fait plusieurs films, dont un avec un financement participatif. Donc j'avais un peu l'expérience de la Ouais. du crowdfunding, on va dire. Je savais la difficulté d'ailleurs, Oui. du crowdfunding. Parce que moi aussi, justement, je trouve que tu as de bons réflexes sur ces points. Ouais. C'est vrai que c'est pas quelque chose de simple. Et il faut être honnête que nous, autour de nous, voilà, peut-être qu'on aurait trouvé 1 000 € Mhm. là, dans nos proches, etc. Mais les relais des médias nationaux Mhm. ont été vraiment quelque chose de Ouais, vraiment de décisif. indispensable. Ouais, Indispensable. D'ailleurs, ouais, ouais. la journaliste du Parisien, qui est très sympathique, je l'avais rappelé pour lui expliquer que grâce à son article, on avait eu 5 000 € dans la journée. Oh, C'est-à-dire wow. Ouais. voilà, le jour où article sur le Parisien, qui était un article correct, on a eu 5 000 € de dons sur la cagnotte Litchi. Ah, la vache. Ouais. Voilà. Et elle était intéressée elle, de voir parce qu'elle me dit j'ai jamais de retour sur ce que j'écris, je ne sais pas si ce que j'écris c'est dans le vent ou pas. Et elle me dit là j'ai une action concrète et je vois vraiment que ce que j'écris a un impact. Ouais. Et c'est C'est aussi intéressant pour nous. Donc, ouais. complètement. C'est un point important parce que le financement participatif, souvent, on a un peu l'idée que c'est très simple et très facile. Alors, très simple, oui. Euh, facile, il faut vraiment sécuriser des relais importants comme vous avez pu le faire et ça paye, enfin, au sens propre d'ailleurs, où vous en êtes l'exemple. Ça peut avoir vraiment des succès importants, mais il ne faut pas du tout négliger un petit plan média justement pour Oui. déjà le lier à un événement physique, ça c'est une très bonne pratique. Et puis avoir des relais dans la presse, ça aide énormément, qui peuvent être nationaux ou des relais locaux, hein, ça marche aussi. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Ok, top. Après, au niveau du financement, euh, il faut quand même dire qu'on a refusé beaucoup d'argent. Mhm. C'est-à-dire que dans ce milieu de la reforestation, en général de tout ce qui tourne autour de l'écologie, il y a beaucoup de fonds qui circulent, notamment des entreprises qui sont là pour faire, voilà, se faire une Hmm. bonne image, montrer parfois patte blanche, ce qui n'est pas le cas. On trempe la pâte noire dans la farine, un coup de vent et la pâte redevient noire. Hein. Et, et donc, souvent, il faut quand même dire que quand on m'a appelé pour me dire, voilà, on veut vous donner tant d'argent, j'ai un peu fait un peu office de bourrasque. J'ai soufflé un peu sur la pâte pour voir si dessous c'était blanc ou c'était noir. Parce Mhm. que vous êtes dans le même cas, mais moi, avec tous les gens avec qui j'ai fait ça, et puis les gens qui m'ont sollicité pour faire la même chose ailleurs en France ou à l'étranger d'ailleurs, je leur ai dit attention de ne pas vous faire avoir quelque part, parce que euh, celui qui paye, c'est celui qui décide. Mhm. Donc, nous, nos décideurs, c'est 438 personnes la première fois, qui sont dans un état d'esprit de vouloir en sauvager quelque part la planète. Mais si on a un décideur qui va donner 15 000 € ou 30 000 ou 50 000, peut-être que dans quelques années, il dira, bon, ben, cet argent, c'est moi qui Eh l'ai oui. donné. J'ai le droit d'avoir quelque chose là-dessus et peut-être, voilà, il y a quelque chose par lequel on est quelque part tenu au niveau financier. Donc l'idée vraiment, c'était, regardez, tout le monde a participé. Il y a des gens qui ont donné 3 euros, d'autres qui ont donné 100 euros. Ils ont tous les mêmes droits. Le droit Mhm. de voir cette forêt s'épanouir
Voilà, donc au niveau financier, c'est assez complexe aussi parce que il est facile de dire Et oui à d'ailleurs, tout et de dire oui, est-ce que tu pourrais nous donner un peu voilà. les points de vigilance que toi tu as eu versus ces propositions de dons qui arrivaient? Sur quels indicateurs tu t'es basé pour te dire ça, on ne prendra pas? C'est assez simple, hein. L'indicateur, il est qui est la Mhm. personne qui donne. Donc, parfois, j'ai dû taper sur Google pour voir qui c'était. D'autres fois, je connaissais la personne parce que c'est des gens qui dirigent des grandes entreprises et donc on les a toujours plus ou moins vus. Donc, moi, l'idée qu'une entreprise finance et donne beaucoup d'argent, j'étais contre, par Sur tout principe. type d'entreprise. J'ai eu des grandes entreprises, oui, sur tout type d'entreprise. C'est pour ça que j'ai dit à des entrepreneurs qui parfois étaient tout à fait, j'allais dire, bien intentionnés, je leur ai dit, écoutez, vous voulez donner, il n'y a pas de souci. Nous, on ne court pas après l'argent. L'argent, on le prend comme il vient. Donc, on n'est pas là pour avoir 100 000 euros à tout prix. Ou autre. Donc, nous, on est là pour planter des arbres. Donc, si on a 15 000 euros, c'est très bien. Si on en a moins, c'est très bien aussi. Donc, j'ai dit à ces entrepreneurs, vous voulez donner, donnez de votre personne. C'est-à-dire, vous voulez donner 15 000 euros, ne donnez pas 15 000 euros, donnez-en 500 de votre poche. Voilà. Et je peux le dire, mais ça, plusieurs fois, Ah les ouais? gens l'ont fait. C'est-à-dire, OK, ils ont dit, OK, Ok. oui, oui, oui. Ah ouais. J'ai des entrepreneurs qui voulaient donner des sommes assez importantes parce qu'ils voulaient une réduction fiscale, etc., avoir des avantages derrière. Je leur ai dit, Ouais. écoutez, nous, on ne délivre pas de réduction fiscale. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le projet, donnez pas 3 000, donnez que 100 euros si vous le voulez, mais au moins vous l'aurez fait pour vous et pour le sens qu'il y a derrière, c'est-à-dire pas l'optimisation fiscale, mais pour le projet, j'allais dire, philosophique qu'il y a derrière. Et hormis les deux grosses entreprises internationales pour lesquelles j'ai refusé quoi que ce soit, quand ça a été des petits entrepreneurs, j'allais dire, ou des gens plus modestes, ben, ils l'ont fait et ils ont donné sur la cagnotte Litchi en nom propre. Et ça, c'est gratifiant, je trouve. Ça montre que derrière, il y a quand même voilà, une sensibilité, il y a quelque chose qui... On fait de l'humain, si vous C'est voulez. ça qui est Voilà. génial et que j'allais dire, c'est super édifiant ce que tu racontes parce que quand on commence à mener un projet comme ça, et j'imagine, Damien, tu pourras partager, un des sujets qu'on a en tête, une des inquiétudes qu'on a principalement, c'est est-ce que je vais trouver assez de sous finalement, est-ce que on va avoir des fonds pour planter ces arbres parce que sinon il se passera rien. Et je trouve que tu montres en fait par ton exemple, par ce que tu as fait, que oui c'est possible de trouver des sous, qu'il suffit de bien s'organiser et de travailler son plan, mais c'est possible. Et en plus c'est tellement possible que finalement on est capable de le faire en gardant ses valeurs et en conservant son intégrité, ou en tout cas l'intégrité du projet tel que tu viens de le décrire. Et je trouve ça super intéressant pour des personnes qui voudraient se lancer, à qui ça ferait peur, ça, de dire est-ce que je vais pas devoir finalement prendre tous les sous qu'on veut bien me donner parce que sinon mon projet verra jamais le jour. Et là justement non, et c'est possible de faire autrement, et tu le montres, et je trouve ça vraiment incroyable. Ouais, je te rejoins tout à fait, Guillaume. Et ce que tu disais aussi, Yann, tout à l'heure, il y a beaucoup de fonds qui peuvent circuler autour de ce secteur-là, parce que si c'est un secteur qui intéresse de plus en plus de gens, à juste titre, hein. Mais il y a aussi une certaine image. En plus, planter des forêts, c'est quelque chose d'assez évocateur. On l'a déjà mentionné dans nos lives précédents. Donc moi, généralement, quand on me pose la question de savoir comment trouver les financements, j'ai tendance plutôt à être assez rassurant là-dessus. Il ne faut pas s'inquiéter, on peut en trouver des financements. La question, c'est effectivement lesquels on veut. Et effectivement, ton exemple, Yann, montre bien que faut être assez au clair avec ses propres valeurs. Toi, dès le départ, voilà, tu as voulu faire quelque chose de très citoyen, assez indépendant par rapport aux institutions, que ce soit les publiques ou les privées d'ailleurs. Et à partir du moment où on est au clair là-dessus, je pense qu'on navigue plus facilement pour trouver des moyens de financement ou des moyens d'ailleurs de réalisation. C'est pas Et oui. forcément des financements, mais on peut aussi trouver des gens qui peuvent donner des choses, prêter des choses qui peuvent servir pour la. Donc c'est plus important effectivement d'arriver à bien sécuriser les valeurs et là où on veut aller. Je pense que c'est plus sûr comme ça. Oui, et puis en fait, il faut se poser juste des questions, j'allais dire de bon sens. Nous, c'est pas, enfin moi du moins, c'est pas mon métier.
Je suis pas là pour amasser de l'argent ou pour avoir énormément de moyens. Et non, nous on fait ça par plaisir. Premièrement, très important, faut quand même le dire, parce que c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui moi personnellement me plaît. Et puis les gens qui sont venus et tout, je le vois. Ça leur plaît aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du bénévolat, de la passion. Donc, d'ores et déjà, partant de ce constat, mon idée, c'est pas avoir 100 000 euros sur la cagnotte Litchi. Je ne saurais pas quoi en faire. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, de notre côté, est assez passionnel. Voilà, à planter autant. Alors, pour vous, petite anecdote, hier, je suis sorti pour la première fois depuis un moment. Je suis allé voir la forêt, la première forêt. Et quel plaisir à l'ombre des premiers arbres qui déjà qui font 3 mètres. C'est impressionnant, quoi. Et donc, ça, c'est un plaisir qui ne peut pas s'acheter, ni par les grandes entreprises, ni par l'argent, ni par rien du tout. Voilà. Et justement, c'est un aspect que j'aimerais qu'on aborde aussi, parce que c'est aussi un point super intéressant dans ton projet et le temps passe assez vite. C'est une fois que tu as eu les terrains, que tu as eu les financements, comment est-ce que tu t'es décidé au niveau des essences que tu as plantées? Parce que ça aussi, c'est tout un processus que tu nous as raconté, et si tu peux partager là avec les personnes qui ne sauraient pas forcément comment faire, je pense que ça peut être très inspirant. Oui, donc pour ce qui est donc de la genèse du projet, donc à la conférence de presse, avant de se lancer au public, il y a eu toute une phase, j'ai passé à peu près 3 mois à temps complet, 3 mois où j'ai fait que ça, pour essayer évidemment de comprendre qu'est-ce qu'une forêt, comment ça fonctionne, et surtout évidemment, puisque dans l'idée de nos projets c'est la diversité, c'est quelle diversité, et donc quoi planter, quelles essences sont indigènes, quelles essences ont été rapportées, à quel moment, quelle période on choisit, justement pour se fixer, parce que on dit indigène, mais indigène, ça veut tout dire et rien dire. Si on se fige il y a 10 000 ans, on va pas avoir les mêmes espèces que si on se fige il y a 1000 ans ou il y a 500 ans. Donc, le premier travail, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été celui de trouver les espèces, les essences qui étaient indigènes. Et donc là, il y a eu un travail à la fois sur les études qui ont été faites par des organismes tels que l'IGN, que l'inventaire forestier, hein, qui est l'IGN, par le CRPF, par des chercheurs qui gravitent autour du CNRS, par exemple, qui ont travaillé sur des fois des microsystèmes écologiques, sur des systèmes écologiques anciens, sur telle ou telle plante, sur tel environnement. Il y a un chercheur du CNRS qui avait beaucoup travaillé sur les corbières et l'Hérault. Donc, pour vous qui êtes au nord de la Loire, c'est donc un climat méditerranéen assez sec, et qui avait travaillé sur l'indigénéité justement des essences. Donc je me suis intéressé à lui parce que nous, dans notre région, dans le Tarn, on est à la confluence de 3 climats. Climat océanique, climat continental, climat méditerranéen. On est vraiment au milieu des 3. Et je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, évidemment, c'est ce que pensent les scientifiques, dans l'avenir, le climat méditerranéen, évidemment, va venir de plus en plus présent dans notre région. Donc, si on calcule dans les décennies qui vont nous suivre, l'idée vraiment, c'était de partir sur des essences plutôt méditerranéennes, tout en gardant évidemment des essences qui sont purement indigènes de notre région, qui étaient là il y a 2500 ans, comme par exemple le hêtre, qui n'est pas forcément présent dans ces régions méditerranéennes, ou de façon très laconique, mais qu'on a quand même planté parce qu'il est présent, parce qu'il était présent il y a 2500 ans, et personne ne peut dire que ces arbres-là ne vont pas muter génétiquement pour s'adapter eux aussi au réchauffement climatique. Chose d'ailleurs que les scientifiques sont en train de vérifier petit à petit, et voient qu'en fait les espèces
génétiquement mutent pour s'adapter justement à ce réchauffement. Donc il y a eu tout ce travail-là, et puis un petit peu d'archéologie aussi, puisqu'il y a eu des études archéologiques sur notamment la période gauloise, où aujourd'hui l'archéologie s'est vraiment diversifiée elle aussi. Et c'est plus seulement l'archéologue qui va fouiller, mais c'est tout un tas de corps de métier qui gravitent autour, notamment les gens qui travaillent sur les pollens. Donc quand on va trouver un récipient, par exemple, de la période gauloise, vous avez un chaudron, par exemple, ou si vous avez une terre cuite qui a servi à faire la soupe, eh bien on peut, les scientifiques travaillent là-dessus, les carpologues travaillent là-dessus pour voir quel pollen il y a présent, quelles essences il y avait, quelles céréales on a mangé, etc., etc. Et grâce à tout ça, finalement, j'ai pu avoir une liste et faire une liste de 35 essences, entre donc l'arbuste jusqu'à l'arbre le plus grand. Ça, voilà, c'est super intéressant, parce que si je reprends en fait ce que tu me dis, c'est que tu t'es basé sur les études de l'ONF, du CRPF, et tu les as croisées avec à la fois des études archéologiques et des études sur les pollens. Et toutes ces ressources-là que tu as recoupées, tu les as trouvées comment? Tu les as trouvées en libre accès sur le net, ou en tout cas tu as trouvé des pistes qui t'ont permis après d'aller les consulter peut-être en présentiel ou avec des personnes qui étaient concernées? Alors la plupart, pour ce qui est de l'inventaire forestier et du CRPF, c'était en ligne sur Internet. Alors j'avoue, parfois, les dossiers sont un peu cachés au tréfonds de l'Internet. C'est pas forcément quelque chose qui est accessible tout de suite. Donc ça, c'était en ligne. Et puis après, sur les études archéologiques, ça a été plutôt en papier. Nous, je fais de l'archéologie, et avec mon centre d'archéologie, on a une belle bibliothèque assez fournie. J'ai accès au compte rendu archéologique des différentes fouilles. Et donc là, ça a été plutôt une version papier. D'accord. Et après, j'ai eu des gens au téléphone ou par Internet, des scientifiques, notamment un scientifique qui m'a vraiment aidé, enfin qui a validé, on va dire, la finalité de ma liste. Voilà, qui était chercheur à l'université de Aix-Marseille. Ouais, ça c'est super intéressant aussi, puisque tu disais que sur la base de ces recherches, tu as constitué donc une liste de 35 espèces que tu voulais planter qui correspondaient à la période gauloise, donc qui étaient des essences indigènes. Et après cette liste-là, tu t'es pas dit c'est ça, on y va. Tu as dit je vais faire la valider par quelqu'un qui est un spécialiste. Donc en l'occurrence un chercheur de l'université de Aix-Marseille, tu disais, qui lui a confirmé que tes recherches avaient bien désigné les bonnes espèces. Oui. L'idée, moi, je fonctionne en fait comme je fais dans mes recherches historiques, c'est-à-dire que quand j'ai une information, je me contente pas de la prendre, je vais la croiser, important, essayer de trouver d'autres informations. J'ai une maxime qui souvent me revient, qui est de Léonard de Vinci, qui est le doute est la base de toute connaissance. Donc, quand je reçois une information, par principe, je doute. Et puis après, donc, je la croise avec d'autres. J'essaie de croiser les informations comme ferait un journaliste et comme fait un historien. Et après, évidemment, comme moi, je ne suis pas un spécialiste, j'ai voulu qu'elle soit un peu vérifiée par des gens qui connaissent, quoi. Voilà, qui sont un peu formés à ça. Et donc, voilà. Et cette liste, d'ailleurs, peut évoluer. Je me suis arrêté à 35 espèces, mais par exemple, j'espère que cette année, en 2020, pour notre 3e forêt, on va planter 2 essences qu'on ne peut planter pas encore. Voilà. C'est super. Moi, je trouve que ce qu'on sent dans ce que tu dis, c'est et qu'on a déjà pu un petit peu percevoir aussi avec Olivier lors du dernier live, c'est que tu as vraiment monté ton projet avec aussi ton approche, qui est ton goût pour l'histoire. C'est ce qu'on a un petit peu tous fait. Enfin, le fait de s'intéresser au sujet nous emmène aussi vers d'autres champs selon nos propres sensibilités aux uns et aux autres. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important, parce que tu disais il y a beaucoup de recherches à faire, et c'est vrai que c'est un long temps.
Tu quantifies à 3 mois, donc je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais ça me paraît du même ordre d'idée. Mais c'est aussi des moments hyper intéressants où on rencontre des gens, où on se développe nous-mêmes notre approche critique, et c'est un moment très, très passionnant. Et puis ce que tu dis aussi, qu'il faut vraiment souvent rappeler, je pense, c'est que l'information, effectivement, elle existe. Elle est très fragmentée, elle peut être parcellée un petit peu, mais elle est bien là. C'est vraiment faisable de trouver des informations qui sont plutôt fiables. Selon les régions, ça peut être dans certains endroits ou d'autres, mais là, il faut vraiment juste faire la démarche d'aller bien l'étudier, la comparer, et puis de la faire valider comme tu l'as fait. Ouais, c'est super. Exactement, et j'ajouterais à ce que tu dis, Damien, que c'est très inspirant de voir qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste dans tous les domaines, ou ni même dans la botanique, mais que si on se donne la peine d'aller chercher les ressources, comme tu disais, elles existent, et c'est là qu'on va pouvoir se constituer finalement quelque chose qui a du sens, qui est pertinent, puisque là, en l'occurrence, tu as eu de première main une confirmation de la part d'un spécialiste que c'était ça qu'il fallait faire. Donc je trouve ça hyper intéressant pour les personnes qui nous regardent et qui se diraient moi j'ai aucune connaissance en botanique, j'ai jamais planté un arbre de ma vie et je sais pas différencier une essence d'une autre, comment je vais trouver toutes ces essences locales? Et bah finalement c'est possible de le faire en suivant une méthodologie comme celle que tu présentes. Donc top. Les amis, ça va faire quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Il y aurait plein de super sujets à continuer d'aborder sur ton projet, Yann, parce que c'est vraiment incroyable ce que tu as fait. Mais ça pourra peut-être éventuellement faire l'objet d'un prochain live, histoire qu'on n'étende pas la durée de celui-ci à l'infini. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter, ou Damien, une question peut-être que tu voulais poser à Yann pendant qu'il est avec nous? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Yann, d'abord? Non, on pourrait en parler pendant des heures, évidemment, parce que c'est passionnant, parce qu'on a fait des belles rencontres aussi. Donc, non. Après, moi, j'encourage tout le monde à essayer du moins de monter peut-être un projet, peut-être de commencer petit, et puis tout d'abord déjà de se renseigner, de prendre du temps pour essayer de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour essayer de faire pareil, etc. Donc, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de système qui prévaut sur un autre. À mon avis, il faut juste essayer de réfléchir, essayer de faire preuve de bon sens, et puis aussi d'y aller, quoi. C'est-à-dire de ne pas avoir peur, et puis d'y aller, et puis de dire, allez, je me lance, je vais proposer un projet, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a quand même plusieurs projets qui ont été faits, que ce soit en France ou ailleurs. Donc on a des méthodes, on a des méthodologies, on a de quoi faire. Hein. Donc après il faut pas avoir peur de se lancer. Voilà. Ouais, moi ce qui me touche vraiment dans ton approche, c'est que à la fois ce mélange d'enthousiasme et de passion très fort sur ce projet qu'on sent que tu as vraiment fait émerger, et d'un autre côté quand même du pragmatisme, du sérieux, d'essayer de recouper les choses, et tu as réussi effectivement à faire un projet qui, à mon avis, avant que tu le fasses, il y a peu de gens qui auraient pensé qu'il était possible d'arriver à faire une forêt comme ça, à partir de rien, parce que vous êtes parti vraiment sans structure, sans rien. Donc, c'est vraiment admirable. Ça donne envie d'aller planter. Merci. Ce sera le mot de la fin pour ce live. Un grand merci à toi, Yann, d'être rendu disponible pour qu'on puisse échanger sur ce sujet et partager. Je pense que ça a été super bénéfique. Cette vidéo sera en rediffusion de toute façon sur la page Facebook des pionniers. Merci Damien d'avoir été là pour cet échange qui était super instructif. Et puis à tous nos spectateurs, merci d'avoir regardé ce live. On vous dit à très bientôt pour un prochain avec un nouvel invité. À bientôt. À bientôt. Merci à tous.